L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui a fait beaucoup de bruit sur TikTok, sur Twitter et ça me démangeait. Ok, je me disais qu'il fallait absolument que je vous en parle et je crois que c'est parce que je me suis beaucoup reconnue en cette jeune fille. Jeanna Danis Dinabango Ibuanga, alias Dina. À seulement 17 ans, Dina s'est lancée dans l'aventure de sa vie, aller étudier à l'étranger. C'était vraiment l'aventure de sa vie parce qu'elle était très jeune, mais aussi parce qu'elle était une jeune fille noire. Et ça, on le sait, c'est une combinaison qui a tendance à mettre des bâtons dans les roues. Alors voilà, Dina a bravé l'inconnu pour quitter le Gabon et aller vivre en Turquie. Cette jeune fille venait d'obtenir son bac D, ou bac scientifique. C'était vraiment une élève brillante et il en faut dans la tête pour obtenir une bourse et aller étudier à l'étranger. Ses proches la décrivent comme une jeune fille studieuse, une jeune fille pieuse et surtout tout le monde le dit, Dina a un très bon cœur. Après tout, c'est seulement un enfant. Et c'est surtout le seul enfant de ses parents qui placent tous leurs espoirs en elle. Ils sont sûrs que son diplôme lui permettra d'obtenir une vie meilleure. Et surtout, on est dans un pays où la retraite n'existe pas et où les gens dépendent de leurs enfants une fois âgés. Alors ce sera peut-être aussi une chance pour eux de s'assurer une retraite un petit peu plus calme, un petit peu plus confortable. Malheureusement, au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique, il est assez difficile de faire des études supérieures. Alors, dans certains cas, les infrastructures nécessaires n'existent pas du tout, et dans d'autres cas, la qualité de l'enseignement laisse un petit peu à désirer. Alors depuis des décennies, des étudiants d'Afrique noire se déplacent dans le monde pour pouvoir étudier. Ils vont en Europe, en Amérique, mais ils vont aussi au Maghreb, en Turquie et même jusqu'en Chine. Souvent, les passeports sont plus faciles à obtenir pour certains de ces pays, surtout quand les pays d'accueil exploitent l'Afrique. C'est clairement ça en réalité. De nombreux pays qui investissent énormément en Afrique vont ensuite faciliter l'accession aux universités, aux étudiants africains. Et donc pour ces étudiants-là, les passeports seront un peu plus faciles à obtenir. Dina, comme beaucoup d'étudiants gabonais, ira en Turquie pour la rentrée 2022. Il faut savoir que Erdogan, le président turc, a énormément investi en Afrique et en échange, le pays accueille plus de 61 000 étudiants africains. Alors voilà, Dina arrive en Turquie, elle doit étudier le génie mécanique à l'université de Karabük. Et on peut imaginer sa joie, mais aussi son anxiété à l'idée de quitter un pays dans lequel elle a toujours vécu pour aller à l'autre bout du monde, c'est toujours une épreuve. En arrivant en Turquie, les craintes de Dina se révèlent justifiées, puisqu'elle commence tout simplement à vivre un enfer. Harcèlement, intimidation, mais aussi hypersexualisation, et tout cela dans le cadre du racisme. Dina est très régulièrement suivie jusqu'à chez elle par des groupes de garçons ou d'hommes turcs qui vont jusqu'à attendre en bas de son immeuble qu'elle sorte. Des proches de Dina rapportent un autre incident, une fois où elle aurait voulu envoyer un téléphone au Gabon. Son interlocuteur lui aurait dit « Si tu veux envoyer ce téléphone, tu devras coucher avec moi. » Quand j'étais en Turquie, je pleurais pour rien parce que je me faisais harceler sexuellement un peu de partout. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Là, ça va loin. Je sais qu'au Cameroun également, on propose de l'argent aux femmes pour coucher avec elles. Partout on propose, dans tous les pays, même dans mon pays, le Cameroun, on propose. Mais la Turquie, c'est trop grave, c'est un autre level, c'est un autre niveau. C'est vrai que entre Karabük et Istanbul, il y a une différence. La Turquie, c'est un grand pays. Du coup, si vous êtes à Istanbul, vous allez vivre moins de racisme parce qu'il y a plusieurs étrangers à Istanbul. Mais Karabük est un peu trop éloigné. Du coup, les Turcs qui sont à Karabük n'ont jamais vu vraiment des femmes noires. Quand j'étais en Istanbul, je ne pouvais pas rentrer chez moi sans que quelqu'un ne baisse la vitre de sa voiture pour me proposer de l'argent. Il me dit viens, viens, viens. Ces petits incidents font partie de la vie quotidienne de Dina qui, au bout de quelques mois en Turquie, est démoralisée, terrifiée, sa santé mentale est vraiment mise à mal, et ce n'est pas étonnant quand on est traité comme un véritable animal. En plus de ça, Dina sait que ses craintes sont justifiées, ce ne sont pas juste des pensées négatives dans sa tête. Elle voit autour d'elle d'autres étudiants noirs maltraités à cause de leur couleur de peau. D'ailleurs, elle évoque le nom d'un certain Hans, un jeune homme qui aurait été tabassé avant d'être poignardé à mort. Dans la nuit du vendredi 24 mars 2023 au samedi 25 mars 2023, Dina envoie un audio à sa mère, ou bien elle l'appelle, alors ça ce n'est pas très clair. En tout cas, voici un extrait de cette conversation. Il refuse de me
rendre le téléphone parce que je suis noire. Je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabuc. Il y a le billet de Zakaria qui est disponible en ce moment. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. Maman, là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon. Je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, qu'on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. La première chose qu'on peut entendre, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire. La violence de ses propos, c'est terrible. Dans cet audio, Dina supplie sa mère de la laisser quitter Karabouk. Elle a un pressentiment, elle ne se sent vraiment pas en sécurité, et ça, surtout à cause du racisme. Son plan, aller étudier à Sakarya, une ville qui se situe à moins de 2 heures d'Istanbul. Dina avance plusieurs arguments, les maisons y seraient moins chères, elle y aurait quelques amis, mais surtout, le racisme serait beaucoup moins important à Sakarya qu'à Karabouk. Apparemment, à Karabouk, la situation est explosive. Au point où Dina dit à sa mère « Mais tu vas entendre bientôt qu'on m'a frappée à mort ». Elle évoque même la fois où on l'aurait presque giflée. Et le racisme que Dina vit, elle ne le vit pas seulement d'autres étudiants turcs, elle ne le vit pas seulement de personnes lambda dans la rue, elle le vit même de ses professeurs, des professeurs qui sont censés être des personnes éduquées. Malheureusement, les parents de Dina n'ont pas beaucoup d'argent. Ils lui demandent de patienter un petit peu, le temps de réunir la somme qui lui permettra de voyager jusqu'à Sakarya. Ils promettent de la lui envoyer le dimanche 26 mars. Malheureusement, le corps de Dina est retrouvé dans une rivière située non loin de son université. Et ça, quelques heures seulement après qu'elle ait envoyé ses audios. À partir de là, tout n'est que spéculation. Les premières constatations auraient révélé que Dina serait morte noyée et qu'il n'y aurait pas de traces de blessures ou de violences sexuelles sur son corps, relevant quand même la présence de petites ecchymoses au niveau du cou et des reins. En plus de cela, Dina portait des vêtements légers, alors pourquoi elle serait allée se baigner à 23 heures ? Selon une autre version, Dina aurait été violée avant d'être assassinée. D'autres encore évoquent la piste du suicide. Même si nous n'avons pas encore le fin mot de l'histoire, le décès de Dina a levé le voile sur son horrible quotidien et sa détresse. D'après les autorités turques, aucun téléphone n'a été retrouvé sur le corps de Dina, mais d'après ses proches, son compte WhatsApp était encore actif bien après sa mort. Il y a énormément de versions qui se heurtent les unes aux autres, et je crois que tant qu'il n'y a pas une contre-autopsie, contre-expertise de réaliser, on ne saura pas la vérité sur ce qui est arrivé à Dina. En tout cas, les proches et la famille de Dina ne croient pas du tout à la version des autorités turques et ils ne sont pas les seuls. Justement, le mardi 4 avril, les médias turcs ont annoncé que 6 personnes avaient été arrêtées, des suspects potentiels dans le cadre de la mort de Dina. 3 d'entre eux seraient des ressortissants étrangers, mais leurs nationalités n'ont pas encore été révélées. Les étudiants africains de l'université de Karabouk, notamment les amis de Dina, ont manifesté en brandissant des portraits de la jeune femme. Et sur Twitter, le hashtag Justice pour Dina a explosé. Au Gabon, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes auxquelles ont notamment pris part les parents de Dina qui étaient dévastés. Je rappelle qu'ils ont perdu leur fille unique et qu'ils ont, je crois, le sentiment de ne pas avoir pu l'aider assez vite. J'ai d'ailleurs vu plein de commentaires assez dégueulasses sur TikTok notamment, de gens disant oh, « sa mère, elle a tellement rien fait pour l'aider, vraiment, écoutez vos enfants ». Encore une fois, ne parlez jamais sans connaître l'entièreté de la situation, surtout pour des situations aussi délicates. On parle d'un potentiel meurtre. Alors, en Turquie, la négrophobie est un problème récurrent et souvent ignoré, chose que je ne savais pas. Je l'ai appris en faisant des recherches. Les personnes noires font apparemment souvent l'objet de discrimination, de préjugés, que ce soit de la part des autorités ou des citoyens lambda. Et apparemment, les médias turcs auraient tendance à représenter les personnes noires de manière assez négative et stéréotypée, une chose qui forcément contribue à renforcer les préjugés et la discrimination.
Mais toutes ces choses ne sont pas du tout exclusives à la Turquie. On le sait, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Afrique du Nord, ça se passe également en Chine, dans les pays asiatiques. On connaît bien maintenant, hein. On a l'habitude. Et d'ailleurs, je suis tombée sur cet article que je vais immédiatement vous lire. Sur le site internet de Nofi, je suis tombée sur cet article que je vais vous lire. Turquie, une femme noire, chassée d'un restaurant à cause de son odeur. Accusée de dégager une mauvaise odeur, la blogueuse noire Wendy Zahibo a été chassée d'un restaurant en Turquie. Wendy Zahibo est une écrivaine et blogueuse afroféministe, créatrice de Reine des temps modernes. Le 17 mars dernier, elle a laissé sur son compte Instagram la vidéo d'un échange l'opposant à un membre du staff d'un restaurant en Turquie. Appelé Osman Lizadeler, l'établissement est bien connu des locaux comme des touristes, notamment pour ses desserts. S'y rendant probablement à cause de cette réputation, Wendy Zahibo a dû le quitter en ressentant un goût amer dans son baklava. Elle s'est ainsi vue sommée de quitter le restaurant après qu'on lui ait reproché son odeur. Une partie de la conversation qui a eu lieu en anglais a été filmée. Choquée par cette demande, Wendy Zahibo a demandé à son interlocuteur de lui préciser de quelle odeur il parlait, quelle odeur on lui reprochait d'avoir. Celui-ci a été incapable de répondre, lui disant qu'il ne savait pas et qu'elle et la personne l'accompagnant devraient le savoir. Il faut savoir que les personnes noires en Turquie seraient souvent confrontées à une violence physique et verbale. De nombreux incidents de violence raciale auraient été signalés dans le pays, notamment des attaques contre des travailleurs migrants africains et des étudiants noirs. Et les autorités turques ont souvent été accusées de ne pas prendre au sérieux le problème de la négrophobie, et du coup de ne pas protéger adéquatement les personnes noires contre la discrimination et la violence. En ce moment, j'entends très souvent un argument que j'ai beaucoup de mal à supporter. Cet argument, je l'entends dans le cas de l'affaire Dina. Je l'entends aussi quand des personnes noires se plaignent du racisme qu'elles ont subi pendant un voyage. Pourquoi aller dans des pays où vous n'êtes pas les bienvenus ? Personnellement, j'aime le monde entier, j'ai envie de visiter le monde entier, j'ai envie d'aller en Amérique du Sud, j'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie d'aller à Vancouver et à Montréal, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie d'aller en Asie, mon copain est asiatique et il est possible qu'on voyage bientôt en Asie, mais moi je suis terrifiée. Je suis terrifiée à l'idée d'aller visiter certains pays parce que j'ai peur de la manière dont je serais reçue, dont je serais perçue, dont je serais vue. Le problème, c'est qu'avec la peur, on ne fait plus rien, on ne part nulle part. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation ? Est-ce qu'on doit rester parqué sur le continent africain, ne jamais bouger, ne jamais ouvrir nos esprits, ne jamais côtoyer d'autres personnes ? C'est très très compliqué. Je comprends que les gens qui disent ça veulent simplement nous dire « protégez-vous ». Ne vous mettez pas dans des situations qui ne vont pas vous faire du bien, qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais je crois que c'est aussi un conseil à double tranchant, parce qu'il peut être interprété comme « ne partez nulle part ». Restez chez vous, parce que peu importe où vous irez, vous serez confronté à des situations difficiles. Et je peux vous le dire, en tant que personne noire, vous avez beaucoup plus de chances d'être maltraité dans un pays étranger. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de se rendre dans certains pays. Je pense qu'il faut toujours partir avec l'esprit ouvert et voir comment on sera reçu. Ne pas toujours se reposer sur des témoignages étrangers, mais voir comment on sera reçu. Toujours être conscient de la nature d'un certain pays. Certains pays sont plus négrophobes que d'autres, sont plus racistes que d'autres, c'est une réalité. Ayez une idée très claire de ce que vous pourrez trouver en voyageant. Ne vous dites pas que vous vivez dans un monde de bisounours, soyez prêts à affronter certaines choses qui pourraient être compliquées, mais n'acceptez pas qu'on vous parque à un endroit. Alors quelle est la différence entre un étudiant français qui irait en Erasmus en Argentine et un étudiant africain qui irait étudier en Turquie? Je crois que la différence est peut-être l'esclavage. La Turquie n'a pas vraiment été épargnée par le fléau de l'esclavage, comme la plupart des pays dans ce monde. L'esclavage a été pratiqué en Turquie pendant des siècles, notamment pendant la période de l'Empire ottoman qui a duré de 1299 à 1922. À l'époque, des esclaves étaient achetés ou capturés en Afrique, dans les Balkans, dans le Caucase et dans d'autres régions, et puis ils étaient revendus dans des marchés à esclaves en Turquie, mais aussi dans d'autres parties de l'Empire. Avec l'abolition de l'esclavage en 1924, la Turquie est devenue un pays sans esclaves légaux. Mais ça n'empêche pas le problème de la traite des êtres humains de persister. Il faut savoir que la Turquie est un pays source, transit
et destination pour les victimes de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants soumis à des travaux forcés, à la prostitution forcée et à d'autres formes d'exploitation. Et bien sûr, les migrants africains et les réfugiés africains sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains en Turquie. Comme on dit, l'histoire se répète. Et ça, c'est aussi le cas en Afrique du Nord visiblement. J'ai trouvé un super article du site Nofi qui relate le super voyage d'une blogueuse noire française en Égypte. Une fois redescendue, je remercie un charmant chauffeur égyptien et francophone, Farid. Il m'a aidé à négocier pour que l'un de ses collègues m'emmène à l'hôtel que j'ai réservé. Avant de monter dans le minibus, nous avons un dernier échange, et le fou rire qui s'ensuit n'est pas du goût de mon chauffeur. Je perçois de la colère entre les deux hommes et un énième dialogue au contenu désagréable. J'entends encore dans le flot de paroles « Karloucha », ce terme péjoratif à mon égard. Avant, c'était nos esclaves, et maintenant, ce sont nos clients, dit-il d'un ton agacé. C'est dur, hein? Pour évacuer mon stress avant de quitter le pays et rejoindre la Jordanie, je décide de faire de la plongée. Finalement, ce sera masque et tuba. En sortant de l'eau, un Égyptien m'effleure une première fois. Je ne dis rien. La deuxième fois, sa main presse franchement mes fesses. Je déverse sur lui toute ma colère et je me mets à le charger comme si ma vie en dépendait. On vient nous séparer, il s'excuse. Je quitte le pays le lendemain, je n'ai jamais remis les pieds en Égypte. Je ne souhaite pas rester sur une mauvaise impression, mais je dois avouer que je n'ai jamais autant mal vécu le fait d'être noire. Vous le savez peut-être, mais récemment, il y a eu une grosse montée de la violence raciale en Tunisie. Une montée de la violence raciale déclenchée notamment par les déclarations anti-migrants du président Kais Saied. Le président tunisien a appelé à la fin des hordes de migrants clandestins subsahariens présents dans son pays. Il a expliqué qu'ils étaient source de violence, de crimes, d'actes inacceptables, et cette rhétorique politique a été vivement condamnée, que ce soit par des associations de la société civile tunisienne, des citoyens, des personnalités politiques et même des internautes. Ils y voient tous un discours raciste et bien sûr dangereux. Surtout que la négrophobie au Maghreb existait déjà bien avant ces déclarations. Mon cousin le plus âgé d'ailleurs a fait une partie de ses études en Tunisie, du Congo. Il est parti faire ses études supérieures en Tunisie. Et c'est vrai que moi j'étais très jeune à l'époque, mais j'entendais tout le temps qu'il vivait des situations très compliquées parce qu'il était noir. Et donc que ce soit lui ou que ce soit ses amis, ils ont vécu des moments très très compliqués. Je le vois bientôt et je lui poserai un maximum de questions sur le sujet parce qu'à l'époque je n'avais pas réellement compris la portée de la situation, mais je sais qu'il se faisait insulter de singe et de plein d'autres mots très sympas. D'ailleurs, jolie photo de la rue des Nègres à Tunis. On a aussi le même phénomène à Dubaï, où seuls les Européens et les Arabes sont épargnés par le racisme. Donc si vous y allez pendant quelques jours pour des vacances, ça peut bien se passer, puisque vous apportez de l'argent finalement à l'État, mais si vous restez à Dubaï pour y vivre pendant très longtemps, il est possible que vous soyez confrontés à des discriminations pas très cool. Il y a forcément un lien très fort entre racisme et esclavage. Quand on a considéré pendant des siècles qu'un type d'homme était inférieur, on continuera à le croire si on ne remet jamais l'idée en question. Et si vous voulez creuser le sujet, Sally en parle très bien dans sa dernière vidéo, mais aussi dans d'autres contenus qu'elle a postés, notamment sur Instagram. On le sait tous, il existe une très grosse hypocrisie vis-à-vis du traitement des personnes noires, qui seront toujours catégorisées comme feignantes si elles ne travaillent pas, gênantes si elles veulent étudier à l'étranger, et de manière générale, tout à fait désagréables. Nous ne sommes pas obligés de tous nous aimer, ok, mais je crois qu'entre êtres civilisés, nous avons un devoir de respect les uns envers les autres. Je précise bien sûr que cette vidéo accuse les concernés, et si vous venez d'un pays au système négrophobe mais que vous ne vous reconnaissez pas dans cette idéologie, je ne vous vise bien évidemment pas. C'est tout à fait clair, on ne peut pas dire tous les Indiens, tous les Asiatiques, tous les... Non, dans cette vidéo, je m'adresse à des personnes intelligentes qui comprendront tout à fait les différences à faire entre les personnes concernées et les personnes non concernées. Et d'ailleurs, je crois même que c'est quelque chose de très courageux que de réussir à admettre les failles d'un pays qui nous est cher.
Je mettrai des sources et des ressources en barre d'infos. Sachez qu'une pétition a également été créée pour que justice soit faite pour Dina. Essayons de faire bouger la situation, essayons de partager le mot, que Dina repose en paix et surtout que sa famille trouve la force de se relever. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Cette vidéo a pour but de sensibiliser tout le monde à cette cause qui est la négrophobie dans le monde. Et je déteste ce terme négrophobie, c'est moche. Mais racisme, le racisme envers les noirs, en un mot ce serait négrophobie je crois actuellement. Voilà, maintenant je vais essayer de me reposer et de penser à des choses un petit peu plus joyeuses. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.